Bonsoir, nous arrivons à la fin d'un essai. D'un essai de dire quelque chose sur ce qui m'était venu dans la mesure où il n'y a pas de transmission de la psychanalyse. Chacun, comme le dit Lacan, chacun est bien... Chaque analyste est bien tenu de réinventer la psychanalyse à partir, voilà, à partir, non pas de ce qu'il y a dans les livres, non pas dans ce qu'il y a même dans les séminaires, le Miller, les séminaires de Lacan. Sans doute est-il plus important d'écouter les audios. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension du temps. Voilà, dans la parole, il y a la dimension du temps. Et je vais jusqu'à dire du temps au sens du tempo. Et le tempo, c'est pas la vitesse. Alors donc, ce soir, je voudrais dire quelque chose, je ne sais pas trop exactement, mais si quand même, je reviens toujours sur les mêmes choses. Sur ce qu'on appelle comme ça, rapidement, là je dis rapidement parce que ça devient la coupure signifiante. L'équivoque. Équivoquer, écous, égale vox vocis la voix. Comme équivalent, égal, c'est la même. C'est ce qui a la même valeur. Mais c'est pas identique. Donc l'équivoque, c'est une certaine façon d'articuler, c'est un intervalle entre deux. Je dirais comme ça pour parler simplement syllabes. Peut-être pas les phonèmes, enfin syllabes. Pourquoi? Parce que j'ai des difficultés avec ça, mais parce que je me lance et puis évidemment je me rends compte après que j'ai fait un peu demi-tour. Je vais essayer l'an prochain de parler, d'aborder qu'est-ce que c'est que la musique. Ça n'est pas uniquement, évidemment, ça n'est pas essentiellement même, c'est même pas du tout. Articuler des sons. De même que la parole, ça n'est pas articuler du blabla. Le par-l'être, c'est celui qui a une jouissance spécifique. Dans le parler, trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Alors je vais revenir à nouveau sur ce que j'ai déjà dit, bien sûr, à partir de cette proposition à lire, et à lire, ça veut bien dire qu'il n'y a pas une lecture, hein. Une lecture définitive. Du graphe de Lacan, parce que c'est quand même lui qui l'écrit, hein. Alors on va l'appeler le graphe du désir, le graphe du discours. Pour bien montrer qu'effectivement, dès qu'on parle
dès que je parle maintenant, et que vous parlez, en fait, il y en a deux qui parlent et qui ne parlent pas la même langue. Et c'est exprimé dans le fait qu'il y a deux étages. Hein? L'étage inférieur, on va montrer ça sur le... Donc l'étage inférieur, là, hein, je vais même aller jusque-là, bon. Et puis l'étage, un autre étage, on met supérieur, mais un autre niveau. Et voilà les deux. C'est un peu comme si c'était quelque chose qui était à déchiffrer chaque fois, ce qu'il a écrit là, Lacan. Parce que là, il écrit encore des mathèmes, et après, il va tout laisser tomber pour passer au Neuro-Robéen. Là, il n'y a plus de mathème. Bon. Les mathèmes étaient liés au fait que, pour lui, mathématicien, formation mathématique poussée, assez poussée, il y avait, par les mathèmes, possibilité de transmettre la psychanalyse. On va revenir tout à l'heure. Et puis voilà, bien sûr, vers la fin, hein, à un âge qui parle du moment de conclure, ça conclut rien du tout, hein, justement. Là, c'est comme si il avouait, parce que, à force de parler, on perd. C'est en parlant qu'on perd, et qu'en perdant, on gagne. Pour autant qu'effectivement, ce qu'on appelle l'objet perdu, il importe qu'il soit constitué comme perdu. Hein, l'objet perdu de Freud. Hein. Et ça va être l'enjeu de... Nous en avons parlé à partir de l'angoisse, puisque c'est là que ça apparaît essentiellement, de cet objet nommé par Lacan, petit a, énigme. Énigme, pour autant que est annoncé là toute la dimension, on va dire, de cette tomie, de cette anatomie qui est la pulsion. C'est-à-dire, thémno en grec, il s'agit de couper. Alors, vous voyez que l'équivoque, la coupure signifiante, c'est quelque chose, effectivement, qui intéresse. Et, évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on n'entend rien, on n'entend pas la coupure. Habituellement. Ce que l'on entend, c'est au bout d'un certain temps, là, au niveau de cette partie inférieure, le fait que, comme on dit, la phrase s'arrête, et là, on a le sens qui était établi. Ça ne veut pas dire que le sens n'était pas là déjà au début. Ça, c'est toute la question du commencement, qui est aussi la fin en musique. En musique, hein, avec cette énigme, qu'est-ce que la musique? Alors, c'est quelque chose qui existe, je dirais, dès que l'être parlant s'y met à parler. Est-ce qu'il a parlé, comme on appelle parler, de façon univoque, ou est-ce qu'il a commencé à chanter? Est-ce que Dieu, quand il dit
que la lumière soit, le fiat lux, est-ce que c'est? On va dire aussi autrement de la prose ou de la poésie. Est-ce que c'est? Je crois que en hébreu ou équivalent, il y a deux. Il y a deux syllabes. Puis qu'est-ce que c'est qu'une syllabe? Si on sort de ce qui est en jeu, quel rapport y a-t-il entre la syllabe et le cri? C'est le fameux premier cri, là. À jamais perdu. Celui que la science, évidemment, objective, et en plus il est objectivable, il s'entend avec les oreilles. Et il est important parce qu'il signifie que le corps anatomo-physiologique, le corps de la science, de la médecine, fonctionne sur ce mode-là, qui est le mode de la respiration. Il y a un cri du fait que, lors de la coupure du cordon, l'air rentrant et allant jusque dans le corps, allant jusqu'aux alvéoles pulmonaires, il importe que cet air soit expulsé. Et voilà le premier circuit. Seulement, du coup, est oublié quoi? Parce que l'expérience, parce que ça c'est de l'expérience analytique, va permettre de supposer, et non pas objectiver. Puisque tout ce qu'on raconte, c'est de l'ordre de la supposition. On peut dire que c'est faux, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas être remis en question, critiquable, puisque justement ça varie. On peut continuer sur le fait que l'enfant, après, il a bien repéré que le cri, évidemment, ça va entraîner le désir et la demande chez la mère. Et qu'il va entendre, justement, au début, tous les phonèmes, comme on dit, toutes les syllabes. Progressivement. Alors, je peux vous le dire là comme ça, mais je trouve que ça devient un peu blablaté, hein. Il entend dans le discours de la mère les coupures. Ah ouais, bon, bah, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il entend donc des syllabes séparées. Il entend l'équivoque, la voix, qui est la même. Et il va être amené à choisir. Alors, il a besoin de ça au début. C'est très important. Il a besoin de ça parce qu'il faut passer par là pour devenir être parlant. Alors, bien sûr, il a déjà les signifiants primordiaux là, qui vont le faire tenir, hein, et qui vont le tromper, parce que c'est là qu'il est attendu, mais lui, il va se voir ailleurs. Hein, c'est toute la question du stade du miroir, alors il y aura une tension entre les deux. Bon. Et ainsi, progressivement, il rentre dans le modèle, dans la signification, une certaine signification parentale, et puis celle de la cité, le paradigme.
Mais, surtout, donc ceci c'est par cette langue qu'on dit primitive, maternelle, mais surtout il faudra qu'ils s'en affranchissent. Ça c'est une énigme. C'est-à-dire qu'il n'est pas livré comme ça, un point lié au discours de l'autre. D'autant plus que l'autre en question, évidemment, on va dire c'est la mère, mais il y a l'autre, l'autre c'est bien avant tout ça, pour lui. L'autre c'est avant toute connaissance, évidemment. Et il ne va pas savoir, évidemment, qu'il est là. Qu'il a passé par ce pas-là, celui de l'objet dit petit a. Bon. Alors on peut comme ça continuer à délivrer, c'est possible, des connaissances finalement, plus ou moins développées, en parlant ou en écrivant. L'important, c'est le temps, le tempo. C'est ça, le temps. L'important, pour toucher à quelque chose que Lacan écrit comme étant cet objet petit a, c'est le temps. C'est-à-dire que d'une part, ça ne peut pas se prévoir. Et que quand ça survient, eh bien, c'est soudain. Pourquoi? Parce que, enfin, on peut donner une explication, hein, parce que le langage est imparfait, en fait. Ah, il va dire que tout à la fin, évidemment, quand on a raconté beaucoup de choses, on peut dire à la fin que justement, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. Ce qui compte, c'est la langue, déjà, qui va écrire en un seul mot. Il n'y a pas de langage, en fait, véritablement. La langue. Et la langue, c'est quelque chose qui s'articule. Autant à partir de ce qui sonne et de ce qui consonne. Voilà, ah, on arrive déjà là. Ce qui sonne et consonne, c'est ça qui va se passer après dans la cure. Ce qui sonne et ce qui consonne avec l'inconscient. Évidemment, ce que j'entends, moi, de la part de ceux qui sont obligés, pour avoir un diplôme de psychologue pour être tranquille, d'écouter maintenant les formations. On en est loin, hein, c'est vrai. On reste vraiment à l'étage inférieur. Hein. Là où tout s'explique, tout explique. On n'est même pas dans le symbolique au sens où on peut le dire. Alors, il est imparfait, le langage. Bon. C'est peut-être mieux que de dire qu'il n'existe pas. Il est imparfait. Et pourquoi il est imparfait? Parce que ça ne nous donne aucun accès au langage, au réel, qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Voilà, c'est ça le réel. Il n'y a pas de sujet en tant que tel, il n'y a que
le fait que le sujet est une supposition. Le sujet est supposé savoir lire. Autrement, c'est ce qui est mis en jeu dans ce premier, dans cette première. J'ai retourné vers le graphe. Dans cette première, qui est écrite à partir du grand S, de grand A barré, comme on dit. Alors je vous redis ce que j'ai évoqué là, au départ, puisqu'on a quoi? J'ai dit on a le symptôme. Hein, on n'est plus dans est-ce que c'est hystérique, est-ce que c'est bon, on a le symptôme. Le symptôme au départ, qui est là, c'est une signification qui vient du grand autre, non barré, qui correspond à quelque chose de refoulé qui peut apparaître. Grand A, c'est le code. Et vous voyez que le point de départ, c'est le fantasme S barré, point son petit a, qui, lui, occasionne le symptôme. Alors ça va paraître quand même un peu curieux, ça, et progressivement, Lacan va préciser les choses autrement, et c'est vrai que c'est autrement. À force de travailler sur le petit a, c'est-à-dire cette articulation entre S barré, c'est-à-dire l'être de signifiance, et l'être de jouissance, petit a, qui sont articulés par ce que l'on appelle le petit losange qui écrit la dimension de la structure. Progressivement, cette articulation va être de moins en moins figée, fixe. Et, par le biais des signifiants qui sont travaillés, pour autant que la pulsion qui est là, la pulsion, elle est articulée de façon grammaticale dans le fantasme. Tout ça, ça se travaille. Ein Kind wird geschlagen, un enfant est battu. Paul explique bien les choses, même s'il doit faire une construction. Et ce qui va se passer dans l'analyse, c'est que, alors que la pulsion, elle était dans le fantasme, elle travaillait. Hein, se faire bouffer, se faire chier, se faire voir, se faire entendre. Ce qui est en jeu, et c'est ça la question du temps, du tempo, il faut du temps pour que puisse se faire entendre que le fantasme devient la pulsion. Et alors, il est possible que soit mis en jeu ce réel qui est là, particulier, qui devient à ce moment-là, vous voyez, c'est pas cette portion bien écrite là, qui devient à ce moment-là la cause du symptôme et du fantasme. Autrement dit, il n'y a pas de disparition du symptôme. Il y a l'apparition de ce qu'on va appeler là le symptôme. Qui
qui est caractérisé par le fait que l'être parlant, à ce moment-là, trouve la jouissance qu'il faut pour que la vie continue, pour que la vie soit possible. C'est-à-dire que la jouissance ruineuse du symptôme, petit s de grand A, laisse la place à cette jouissance. Et c'est ça le par-l'être, la jouissance spécifique. Alors là, José refait le coup de l'exposer finalement. Mais ce que je vais essayer de dire, peut-être, il y a les vacances, d'annoncer quelque chose pour la suite, hein, c'est que justement, les mots, le mot fait la chose. Le mot fait la chose. Et ça, c'est une histoire qui passe par des notes, par la signifiance. J'ai appelé ça mot et note de New York parce que j'y suis allé récemment. Et je ne sais pas comment. Mais je veux dire, j'ai ramené deux. Vous pouvez voir la Blue Note. Je vais vous en dire un mot. Et puis au-dessus, Apollo. Alors, ce sont deux j'insiste bien, c'est quelque chose qui est venu après. Bien sûr que je suis allé là. Bien sûr que je suis allé écouter du jazz. Bien sûr que je savais que la Blue Note, effectivement, c'était à la base du jazz, pour autant que c'est un écart particulier. Hein. Je dirais même plus. Je crois que c'est en 97, 1897 ou 1894. Quand Debussy lance cette musique au prélude de l'après-midi d'un faune, à partir du texte de Baudelaire, il met en jeu par la flûte, et vous savez que la flûte c'est Dionysos, même si c'est la flûte de Pan, c'est-à-dire quelque chose qui, justement, n'a aucune valeur en tant que telle. Hein, c'est quelque chose qui rentre justement, qui a un tempo tout à fait particulier. Je vais remonter les volets une seconde. Dans la mythologie grecque, il y a cette articulation entre Apollon, la lyre, et Dionysos, la flûte. Dionysos, non seulement est ubiquitaire, mais c'est le carnaval, c'est celui qui revient. Quelle musique! Mais ce n'est pas la musique bien définie d'Apollon. Alors, on a ça dans l'histoire
de la musique. Et on peut se demander, comme je le disais tout à l'heure, si d'emblée, on ne peut pas entendre de la musique dans les mots qui sont prolongés, d'autant plus que d'emblée, quand l'homme va parler et puis que la femme va lui répondre, il peut entendre qu'il y a une octave de différence pour la même note. Donc il y a déjà quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne veut pas dire qu'il se pose la question. C'est la même question entre lui, l'homme, et puis son fils ou sa fille. Et donc, une octave, ou un octave, je ne sais plus comment dire, enfin bref, c'est pas le problème. C'est quelque chose qui est un harmonique. Alors pendant tout un temps, on pourrait dire qu'il en reste là-dessus. Et puis, vers le Xe siècle après Jésus-Christ, Outcoeante, un moine italien, va montrer l'importance de la quinte. Et puis après de la tierce. Et on a comme ça, avec l'octave, la tierce, la quinte, l'accord parfait. Do majeur, parfait. Par exemple, ça sonne bien. Ça sonne très bien. Et ça se développe. Et on va comme ça articuler différentes tonalités pour faire chanter le b.a.-ba, hein, soprano, alto, ténor, basse, la polyphonie. Et ceci à l'église, avant qu'apparaisse l'opéra. L'opéra va apparaître à peu près au même moment. Avec toujours cette tension entre le sens et le son. Comme si, alors bien sûr du côté de l'Église, c'est que la parole divine, c'est pas rien. Donc la parole, ça se comprend. Même si celui qui est Dieu, bon, on l'a jamais vu, hein. On peut peut-être l'entendre, mais on l'a jamais vu. La parole, elle est divine. Donc, on peut chanter à condition de comprendre et de penser ce que l'on chante. Alors là, pour le coup, le langage, il n'est pas imparfait, hein. Il faut qu'il soit parfait, hein. Alors, bien sûr, il va y avoir un peu des essais parfois que, comme on dit, la voix s'émancipe. Ça paraît très tôt, ça paraît dans les Alléluia, là, dans les hymnes. On oppose les psaumes et les hymnes, la psalmodie. Bon, on est dans le sens, ça, complètement. Et puis les hymnes. Mais enfin, bon, les pères de l'Église sont plus ou moins pour, plus ou moins contre. Puis alors, il y a un truc qui apparaît. On se rend compte qu'il y a un écart entre deux sons. Puisqu'il y a des sons, puis il y a des écarts entre les sons, ça s'appelle des intervalles. Il y a un écart qui correspond, alors, soit une quarte augmentée, soit une quinte diminuée. Il y a un écart comme ça qui est plus que bizarre, mais on va attribuer ça au féminin. On a la trouille du féminin, en fait, évidemment. Aux femmes.
Théoriquement, ils n'ont pas le droit de chanter. En fait, c'est pas si simple que ça. Alors, on peut très bien dire que c'est les hommes. Oui, enfin, je crois que les hommes, ils ont peur des femmes. Voilà le problème. Hein. Bon. Est-ce qu'ils le savent? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils le savent? Ça, c'est encore autre chose. Bon, enfin. Il va y avoir cet écart, là, donc j'insiste bien, quinte diminuée ou quarte augmentée, et quinte diminuée et quarte augmentée, ça colle pas complètement, il y a une fente entre les deux. Ah, vous pensez à l'équivoque, là. Il y a une fente, il y a une faille. Ben, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il y a quelque chose de l'ordre du réel qui consonne, qui sonne. Et alors, évidemment, c'est ça. Si vous prenez une gamme, alors je vais le dire autrement, cet écart va s'appeler le triton diabolicum. Voilà. Et il n'en est pas question, parce que ça va donner une jouissance qui n'est pas la jouissance divine. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'une gamme qu'on appelle diatonique, elle est la somme de deux tritons. C'est quand même curieux, ça. Hein. Et alors, donc, progressivement, on s'en approche, et c'est ce qui va s'appeler progressivement le chromatisme, la couleur. Le chromatisme. Alors, un peu, pas trop, parce qu'il faut qu'il soit contrôlé par ce qu'on appelle le diatonisme, c'est-à-dire des règles particulières. Je développerai ça un peu plus, je pense, l'an prochain, si je le fais. Il va toujours y avoir cette tension, alors là c'est au niveau de la musique, c'est pas entre le sens et entre le diatonisme, quelque chose qui est défini, par exemple l'accord parfait, le do majeur, le do mineur, etc., quelque chose qu'on peut bien définir, après que Bach en 1700 a défini des règles particulières, c'est-à-dire tempéré, c'est-à-dire qu'il a fait le clavier bien tempéré, c'est-à-dire qu'il est censuré pour qu'on retrouve les mêmes sons, la même fréquence exactement, quel que soit l'instrument. C'est ce que vous voyez au début du concert, hein, le premier violon qui vient vers le chef d'orchestre puis qui joue en la. Hein. Tout le monde s'accorde. Bon, il faut s'accorder, hein. Attention. Hein. Là, on trouve ça évidemment dans les opéras, puisque c'est après la scène religieuse vient la scène profane, évidemment c'est les castrats qui s'en chargent, parce qu'ils ont été adulés. Il y a quelque chose dans cette voix. Ah, ben voilà, hein, c'est ce qu'on va retrouver après. Il y a sans doute quelque chose qui a à voir. Je lance ça comme ça. Hein. Avec ce qui, alors voilà, justement. Et l'équivoque n'est pas sans rapport avec ça, en fait. L'équivoque signifiant. Ce qui est, je vous disais, l'importance du temps. Ce tempo particulier, singulier, propre à chacun, qui est là, c'est difficile de le situer, il est là. Je vais quand même le situer chronologiquement, avant que le réel de la jouissance du corps soit tamponné par le symbolique. Avant comme dit Lacan, que la jouissance du corps propre soit civilisée. Et ça, c'est quelque chose qui va autoriser cette création de l'habeas corpus, du fait qu'un corps, on l'a. On ne l'est pas. On l'est pour la médecine.
mais on l'a. Et ce corps-là, c'est celui qui est en jeu dans la psychanalyse, qui est en jeu dans la création artistique. Insaisissable. Évidemment. Inobjectivable, évidemment. Et c'est pas le beau de la musique. Évidemment, on croit que c'est le beau, parce qu'on est fou du fantasme. On est dans le fantasme, bon, pourquoi pas? On a quand même le droit d'y être aussi, hein. C'est beau, oh, ce que c'est beau. Ouais. Oh, mon Dieu. Oh là là. Karayana, ce que c'est beau. Il y en a un quand même. Une sorte de connexion, enfin c'est reparti. Il y en a un autre là. Ce qui l'intéressait, lui, c'est le tempo, pour autant que quand il dirige un orchestre, c'est pas de suivre la vitesse qui est écrite sur la partition. C'est pas de dire que la musique, c'est ce qui est sur la partition. C'est pas de dire que la musique, c'est ce qui n'est pas sur la partition. C'est de dire que la musique, bien sûr, elle est sur la partition, mais encore faut-il la produire. Et pas confondre la musique et les effets. Alors, on est en plein dans l'interprétation psychanalytique aussi. Ah, j'ai compris. Ben, c'est pas du tout ça, hein, l'équivoque signifiante. Alors, le tempo qu'on trouve en musique, hein, il vise à se trouver cet 1-là. À trouver, il est appelé de ce côté-là. Ce qu'on va retrouver chez les divas, après, hein, il y a bien sûr les castrats, puis les divas, les trilles, etc., tout ça. On n'est pas du tout, évidemment, dans le sens. Est-ce qu'on est dans le langage? Oui. En sachant que le langage est imparfait. Comme dit Claude Lévi-Strauss, il n'y a pas de musique sans langage. Il finit son dernier livre, c'est quand même pas rien. Hein. C'est s'il en a écrit. Hein. Bon. Regarder, écouter, lire. Il a fait la peinture, il était peintre à un moment, il a essayé. Lire, évidemment, lire. Écouter, avec Lacan on dirait entendre. Est-ce que vous entendez? Évidemment, tout le monde pensait que c'était histoire acoustique. Hein. Ce qui était peut-être pas faux, mais enfin bon. C'est quand même pas ça. Entendre. Eh bien, c'est ça qu'il s'agit de. Entendre. Entendre quoi? On ne sait pas. Entendre ce qui consonne avec quelque chose qui est insaisissable, l'inconscient. Et donc, vous voyez que c'est singulier, c'est propre à chacun, ça. Hein. C'est pas Kant, le commandement, là, hein, universel du commandement, là. Ce que tu peux, tu dois. Bon, ouais. Bon, ce que tu peux, tu dois. Tout le monde est à la même enseigne. C'est l'universel. Ce qui est universel, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux sujets identiques. C'est ça l'universel. Évidemment, on s'en éloigne. Enfin, c'est quand même comme ça. C'est ça, réinventer la psychanalyse. Parce que quand même, quand... je ne sais plus quand c'était... C'est James qui raconte ça, Jacques-Alain Miller. Il parle de... J'ai déjà dit, Lacan, un jour va à l'opéra, il peut avoir...
c'est quand même, pour moi, c'est assez curieux qu'il ne soit pas allé plus souvent en opéra. Bon, enfin, comme ça. Il était davantage sensible, même s'il en a parlé, même s'il a abordé, par la pulsion invocante la voix, davantage sensible à la dimension du regard, de l'objet petit a comme regard, qui évidemment surgit avec l'écran du fantasme. Ne tient plus, hein. Si celui qui a de l'importance pour vous, celle, vous dit quelque chose, et puis que ça vient faire défaillir un peu ce truc-là, ben vous êtes pris dans... justement, vous êtes sous le regard, pas le sien, le vôtre. Objet petit a. Alors, continuons. Il y aurait donc ça. La signifiance, c'est quelque chose qui, évidemment, ne signifie rien du tout. C'est quelque chose qui s'entend. Et dès qu'il apparaît dans ce bas monde, là, le petit homme, là, il entend. Il est envahi, c'est un mystère, hein, par Tasding, c'est-à-dire une jouissance particulière. Et le cri n'est pas sans rapport le cri n'est pas sans rapport avec ça. Pour nous. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient répondre, quelque chose qui s'entend. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout, mais enfin quand même, il y a quelque chose qui s'entend. Et c'est à jamais perdu. C'est du réel. On est dans le réel de la chose. Et l'équivoque signifiante, on peut dire que c'est un moment où il y a une certaine confusion entre ce réel que nous appelons la chose et le langage. Et c'est possible parce que le langage, justement, ça ne colle pas. C'est imparfait. Et ça peut s'entendre. Voilà. Ça peut s'entendre. Oui, en parlant de ça, moi, il y a quelque chose qui ne va plus dans ma voix. Au niveau de l'audio, ou peut-être autre chose, justement. Alors, c'est un peu ça que je voulais dire. Là. Je vous disais que je ne savais pas du tout, mais enfin, c'est ça qui est revenu. Qui m'est revenu par le biais de cette Blue Note. Pourquoi? Chopin, Chopin, c'est le début du 19e. Hein. Il avait cette supposition de la note bleue. Il en discutait avec Georges Sand, bien sûr, puis avec ce copain qui était peintre. Et il disait, il jouait le piano, hein. Il disait qu'il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à la jouer. Les autres lui disaient qu'il l'entendait. C'est quand même pas rien, hein. Autrement dit, la question que je me pose, c'est les rapports qu'il peut y avoir entre
cette Blue Note est d'une certaine façon l'objet qu'on appelle la voix. Alors, à New York, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'on est allé à Harlem. Évidemment, c'est la polo tout à l'heure, hein, je vais leur montrer, là. Là, tous les grands chanteurs de jazz ont commencé là. Bon. Il y avait même une sorte de sélection. Bon, ça, pourquoi pas. Et puis, au Village, là, de New York, il y a donc cette salle particulière, là, qui s'appelle la Blue Note. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, mais je ne vais pas en faire un commentaire de guide. Ce que je dirais, c'est que moi, j'étais allé pour y voir certaines choses, et je suis revenu avec autre chose. C'est pas mal, ça. Avec l'importance de cette faille, de cette fente, comme on voudra, qui sur un piano se trouve entre, alors voilà, entre le La et le Si bémol. On ne peut pas la jouer. C'est-à-dire que... Et pourtant, elle se fait entendre. C'est sans doute ça l'intérêt du jazz. On pourrait dire beaucoup de choses, enfin, je ne vais pas là pour... D'autant plus que ce n'est pas quelque chose que je connais bien, mais ce qui me semble intéressant, c'est ça. Or, dans l'histoire de New York, et je vais finir là-dessus, il y a bien sûr tout ce qu'on peut raconter sur le capitalisme naissant, avec les Hollandais, puis après les Anglais, puis après un peu les Français avec Lafayette, enfin bref, puis après... Bref. Et puis après les Américains, on va dire, qui m'ont constitué cette ville avec toutes sortes d'histoires, hein, que l'on connaît. Mais en arrivant à Harlem, les Noirs, qui étaient avant dans les champs, évidemment, qui travaillaient, qui parlaient finalement en chantant, bien sûr, cet intervalle particulier, cette Blue Note, avec tout ce qu'on pourra trouver de nostalgie, souffrance peut-être, oui. Enfin, eux, ça leur permettait certainement, on peut penser, on peut que supposer, ça leur a permis de tenir le coup, hein, jusqu'à ce que 1860 ou à peu près, hein, guerre de sécession, l'esclavage soit aboli, notamment dans le Sud, évidemment, essentiellement dans le Sud à ce moment-là. Et alors, eh bien, il y a des musiciens qui vont apparaître et qui vont se mettre à chanter. Et je les appelle les autres, plutôt les Occidentaux là, qui sont là. Les Noirs, c'est plus des Africains, bien sûr. Il y a quelque chose quand même qui leur paraît énigmatique. Donc ils viennent écouter. Ce quelque chose qui abat avec la Blue Note. Ils viennent tellement écouter qu'à un moment, évidemment, le capitalisme reprend ses droits, c'est-à-dire que les endroits où sont les artistes qui n'ont pas des revenus extraordinaires deviennent pour eux quasiment inaccessibles. Alors que les autres, ils font évidemment ils font du fric, quoi. Donc ils vont changer de lieu. Et ça, c'est peut-être justement l'histoire des mots et des choses de New York. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis, au mois d'octobre, je pense. Hein. À bientôt.